Bu dağda maralı gezer, zülfünü tarar gezer. Bu dağda maralı gezer, zülfünü tarar gezer. Je suis sociologue. Mais j'enseigne plus en tant que je suis juste, je fais des cours dans une université privée ici. Là, cette année, je commence à faire de la philosophie aussi. Ça me casse la tête énormément, mais ça me m'ouvre les yeux un peu plus. J'ai 69 ans et j'ai pas arrêté de m'ouvrir vers plusieurs disciplines. Ma discipline préférée, c'est la sociologie des émotions. Donc, je suis un peu là-dedans. Donc, je regarde un peu autour de moi avec ces lunettes-là, de plus en plus. Ici aussi, c'est un espace très émotionnel. On est dans une partie de la ville qui est tout près du port commercial. Donc, c'est juste là. Et la mer n'était pas si loin, mais ça a été rempli et tout, donc cet espace-là, cet endroit a resté un peu éloigné. Mais c'était tous ces bâtiments, surtout ces bâtiments comme ça en rangée, c'était des dépôts, entrepôts de tabac, raisins, enfin donc exportation vers le port, par le port. Les figues, tabac, enfin, ce sont des produits un peu de la région, de la région égéenne. Mais petit à petit, enfin, c'est tombé. Enfin, il n'y a plus de sol. Il y a toujours, mais c'est par d'autres endroits. On importe, ou bien on prépare tous ces produits dans les villages et tout, et directement on embarque. Après avoir préparé, on met dans le bateau et c'est pas comme ça. Ça, c'est une zone donc industrielle. C'était une zone industrielle. Il y a un héritage industriel. Il y a une sorte de capital culturel, je dirais capital culturel et industriel. Mais surtout, c'était aussi un endroit, un espace qui a connu beaucoup de mouvements sociaux, surtout dans les années 60, 70. Oui, donc là, par exemple, je ne sais pas, à Izmir, bon, c'est surtout Istanbul, la ville par excellence, la ville de l'industrie, le mouvement ouvrier, le mouvement politique et tout. Mais Izmir aussi, c'est une ville, c'est toujours une ville très importante, mais pas au niveau de Istanbul. Mais ce quartier, c'était aussi un quartier où il s'est passé pas mal de choses, comme activités, actions sociales, mouvements sociaux, mouvements de la classe ouvrière et tout. Donc il y a des usines qui ont une certaine histoire, une certaine culture, un certain héritage de mouvements sociaux. Mais aussi, il y a un danger de transformation urbaine, d'identification, transformation urbaine qui aura lieu probablement, vous allez voir, vous avez vu certainement le gratte-ciel qui avance, c'est vraiment la machine, le béton, ça avance vers Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais nous, on essaie au moins de dire que, même si on ne peut pas résister, même si on ne peut pas arrêter ça, on a envie de dire que ici c'est un espace qui a un sens, qui a une histoire, donc même si on ne le protège pas, on lui dira que c'était un endroit précieux. Vous avez démoli, mais on garde quand même les mémoires. Ça c'est important parce que je ne sais pas si vous avez vu. Combien de villes vous avez vu en Turquie? Seulement Izmir. Bon, si vous, par monsieur ou madame Google, si vous cherchez des villes à travers l'Anatolie, à travers la Turquie, enfin de l'ouest vers l'est,
toutes les villes sont pareilles. Ils sont tous le même style de maison, enfin, béton, de 4 étages, 5 étages, maintenant les gratte-ciels, ça monte. Mais il y a juste quelques espaces dans certaines villes protégés. C'est vraiment un musée dans telle ville. À Istanbul, Fenerbahçe, à İzmir, il y a Alsancak, les anciennes maisons grecques. À Istanbul, près de la Corridor, il y a des maisons juives. Il y a des maisons, on dirait ottomanes, turco-musulmanes, au côté, vers le nord, l'ouest, si vous voulez. Vers le sud-est, il y a des maisons de culture arabe. Donc il y a, bien sûr, il y a vous voyez qu'à une époque, il y avait, selon les climats, la culture des gens, de la population, il y avait une diversité, tous ces habitats. Mais avec la modernisation qui accompagne un peu la nationalisation, bien, qui accompagne la construction de la nation, je dirais. Tout est homogène, tout est pareil, donc la culture, ça devient pareil, la maison, ça devient pareil. Et puis, du coup, en tant qu'un individu citoyen de ce pays, vous n'avez aucun indice, aucune trace du passé, à l'exception de ces petits musées, quartiers musées, à droite et à gauche. Donc, c'est pourquoi c'est important. Une fois que vous n'avez rien, aucune référence pour comparer, vous promenez dans votre rue, par exemple, vous dites, ah, il y a quelque chose ici, une pierre, un petit morceau de quelque chose. S'il n'est pas ça, comment vous allez imaginer votre histoire, votre passé? Vous ne pourrez pas. Vous allez juste croire à ce qu'on vous raconte. Qu'est-ce qu'on vous raconte? On raconte par la télévision, par le biais de séries historiques, qui un peu renforcent une image héroïque, idyllique du passé. Donc vous croyez à ce qu'on vous donne. Après que vous dites, comme vous n'avez rien pour comparer de l'espace, vous dites que hier soir, j'ai vu à la télé, à l'époque de Soliman le Magnifique, il avait ça. C'est juste un scénariste qui a écrit ça. C'est pas, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de possibilité de comparer. Et donc, c'est pour ça, la société turque, c'est pas pour ça, mais c'est l'une des causes, peut-être. La société turque, c'est une société qui est dite comme amnésique. C'est peut-être pas amnésique, mais c'est un citoyen ordinaire préfère ne pas y penser. C'est parce que si on y pense, on va découvrir des choses assez terribles. Donc c'est une société très communautaire. Chacun crée un peu son histoire. Donc pour ça, nous, ce qu'on fait ici, c'est de dire que chacun a une histoire quelque part là. Donc si on peut refléter, dire que ici il y avait des gens à toi, de ta communauté, ils ont travaillé dans une usine, ils ont fait des manifestations, des grèves, des boycotts et tout. Donc au moins l'histoire proche, l'histoire récente, si on peut créer une idée de ce passé, ça pourra toujours quelque chose. Au moins ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une sorte de plateforme. Il y a plusieurs composantes. Il y a moi. Mon market de sociologie, je vends de la sociologie. Si vous voulez faire des analyses, je peux le faire avec un prix réduit. Je vais mettre des affiches à l'entrée, je dis dumping, solde. Enfin non, c'est une association de sociologie, recherche sociologique, mais aussi à la fois une association qui établit un lien entre la recherche et puis l'activité sociale, ONG. On essaie de fonctionner un peu dans ce sens. Sinon, il y a une société qui travaille comme une ONG aussi, société de communication culturelle. Il y a un bouquiniste, ancien bouquiniste, Hermès Saf. Hermès, ça vous dit quelque chose? C'est une marque, n'est-ce pas? Très fameuse. C'est français, non? Et ce bouquiniste, dont la personne en question, c'est Ümit, un ami à nous. Il a été poursuivi pour utiliser le nom Hermès pour son bouquiniste. Hermès, le grand marque, ils ont ouvert un procès contre le bouquiniste en disant que vous ne pouvez pas utiliser le nom de dieu grec
c'est seulement en nous. Mais lui, il a gagné contre le. C'est bien en fait. Les gens Et nous aussi, on a gagné parce que le nom d'ici, c'est Art Venu Izmir, Avi. Il y a une compagnie de téléphone qui a ouvert un procès contre nous en disant que Avi, c'est moi. On a gagné. De temps en temps, ça arrive, ce genre de choses, les faibles qui gagnent une petite lutte. Tiens, mais ça peut toujours marcher. Donc, bref, lui, puis la société de communication, il a un ami peintre. Bon, on ne le voit jamais là, mais j'espère qu'il va venir le jour. Et sinon, il y a un musicien qui, avec leur groupe, ils font de la musique égéenne, grecque, turque, arabe. Donc c'est un peu le Levant, la musique du Levant. Les juifs, arabes, en fait, tout ça. Vous avez entendu la musique rebetiko? Rebetiko. Une musique grecque, mais la musique grecque, des Grecs qui ont été échangés, changement de population, échange de population entre la Turquie et entre les Grecs et la Turquie, lors de la fondation de la République à la fin de la Première Guerre mondiale, bref. Donc il y a plein de Grecs, non pas de Grecs, de chrétiens qui sont partis en Grèce, des musulmans qui sont venus là, donc ça a créé encore un mélange parce que des Turcs qui parlaient grec, non, qui parlaient turc mais qui étaient chrétiens, ils sont partis, ils sont devenus grecs là-bas. Et des pomacs, des Grecs, des chrétiens, des musulmans, des Grecs musulmans, ils sont venus ici, ils sont devenus turcs. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas, mais bon. En tout cas, c'était l'idée. C'est vraiment la construction de fondation d'une nation, d'un État-nation. Bref, eux, ils font la musique, ce genre de musique. Sinon, comme on n'a pas de chauffage, on se chauffe avec de poêles. Pendant l'hiver, on fait griller des marrons aux gens qui viennent ici. Ça fait super. Les gens ils aiment ça, donc ça fait plus familier. Sinon, on organise plein d'activités ici. Des séminaires, des symposiums, des planètes, des tables rondes, des cinémas, présentations de films avec les metteurs en scène, des séries de conférences, par exemple. Il y en a une qui continue sur l'aliénation. Enfin, on a commencé au mois d'octobre, on a commencé avec Marx, Hegel, Weber. C'est quoi l'aliénation sociologique, philosophique? Et après, médias, genre, féminisme, les femmes et l'aliénation, l'écologie, anthropocène, enfin tout. C'est une série qui a réussi pas mal parce qu'au début on disait est-ce qu'on intellectualise trop, est-ce que ça va intéresser les gens, mais finalement oui, ce salon est toujours plein à peu près. Ah oui, quand je dis ce salon, vous savez que les fauteuils ont été apportés d'un cinéma qui a fermé. Donc il y a eu une histoire les gens ont regardé des films ici. Et puis, sinon, ah oui, c'est, comment on dit en français, upcycling, not recycling, but upcycling. De la réutilisation. Revalorisation. Réemploi. Donc, on ne remet pas à l'état ancien, mais on fait quelque chose d'autre. Donc, tous ces baraques que vous voyez, enfin, les petites cases, se sont obtenues, on les a obtenues à partir de maisons qui ont passé de ce processus de transformation urbaine. Ils détruisent l'immeuble, donc on a récupéré les portes et tout, et puis on a fabriqué ça, donc on est écologique aussi à la fois. Sinon, peut-être vous demandez ce que c'est les noms sur les murs. Ça, c'est quelque chose un peu lourd, mais on a organisé une sorte de colloque. Quand je dis table ronde, colloque, etc., c'est pas académique, il y a toujours ce côté société civile. Donc on a fait quelque chose pour commémorer, mais pour parler aussi du coup d'État de 12 septembre 1980. C'est un coup d'État très important pour l'histoire de la Turquie. Si aujourd'hui cette société souffre un peu de la manque de l'activité sociale, c'est le poids de société, d'un État orwellien, je dirais un peu, c'est 12 septembre, le coup d'État de 1980, il est pour quelque chose. C'est
atrocité énorme. La torture, tout ça, c'est un vrai coup d'État, putsch militariste. Donc ils ont détruit énormément la capacité humaine, enfin, avec toutes les tortures ils ont fait beaucoup de choses. Donc quand la torture, c'est mal, c'est mauvais. Mais surtout la chose qui était importante, c'était de casser un peu le désir de parler, l'envie de parler. On vous laisse silencieux, donc tout le monde a peur. Les mères, les pères disent à leurs enfants, non, s'il te plaît, ne va pas rester à la maison. Mais bon, ça joue d'une certaine manière, mais comme vous vous rendez compte peut-être, depuis maintenant combien de jours, une semaine, 10 jours, les gens sont dans les rues. Donc, même dans une société avec une telle ampleur, tel poids, etc., un peu style trumpiste, erdoganiste, maudit en Inde, etc., tout ça, c'est vraiment l'international des nationalistes, je dirais. Ils ont fait l'international, mais en disant, nous sommes plus nationaux. Donc, en revenant à mon coup d'État de 1980, les noms qui figurent là sont les noms des personnes qui ont été, une partie des personnes qui ont été torturées et qui ont été tuées, qui ont été exécutées ou qui ont été tuées sous la torture, en disant qu'il s'est suicidé, il a échappé, il a été attrapé. Donc, bien sûr, combien de noms on a pu mettre ici? Quelques milliers, je crois, mais le nombre, c'est encore plus. Donc, en faisant ce colloque, ce débat autour du septembre, donc on a fait un peu une sorte de commémoration, on a un petit respect. Chaque fois qu'on organise des choses ici, il y a un public qui se sent chez lui. Parce qu'on essaie d'offrir des petites choses, des simites, des machins, des petites pâtisseries, des fruits. Et les gens, ils viennent, ils aident. Ils viennent avec leur thé, leur café. On ne demande pas de l'argent, mais eux, ils participent. Ça a créé une sorte de communauté un peu, communauté qui n'est pas communautariste, mais ouverte un peu. Ça, je peux donner l'exemple d'une radio privée, radio libre, qui est à Istanbul. Açık Radio. Il a été fermé récemment. Ils ont changé leur nom. Açık Radio, ça veut dire la radio ouverte. J'en ai parlé parce qu'on était invités avec Radio Grenouille. Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Maintenant, c'est Apaçık Radio. Radio tout à fait ouvert. Et maintenant, malheureusement, il peut émettre seulement par l'Internet, pas de... Ouais, Numérique. Comment? Par le numérique. Voilà, par le numérique. Bon, enfin, c'est une radio dont les émissions sont faites par plein de gens, par les amateurs. Enfin, une semaine, 24 heures par jour, et puis calculer ça, enfin, c'est des centaines de personnes qui font leur programme. C'est une radio communautaire, ils disent. Une communauté radio. Je ne sais pas si c'est le bon mot qui explique, mais c'est un peu il y a quelques personnes qui prennent l'initiative, mais après d'autres personnes qui viennent rejoindre et puis qui participent. Et nous aussi, donc, on essaie un peu de faire quelque chose comme ça. Les gens qui viennent et qui viennent un peu, nos partenaires, ils font partie. Et donc, une autre chose je crois qu'on a réussi, on a de très bonnes relations avec la rue. Bon, de temps en temps, ils font faire des explosions comme ça, mais aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Ils ont fait peut-être Le comité d'accueil. comité d'accueil pour vous. Et puis, vous avez le Daraj, notre... Oui. voilà. Donc, on essaie de préparer des choses ensemble avec eux, par exemple. Et de nouveau, pour protéger un peu la culture du quartier, pour un peu remonter la valeur de ce quartier en disant que ne faites pas ça, ne faites rien, gardez ça. Si vous le détruisez, nous continuerons à parler de ce quartier. Enfin, on va faire vivre le quartier, le nom du quartier, tout le reste. Oui. Juste une petite introduction un peu pour généraliser un peu comment nous situer. Vous avez fait de la sociologie. Vous avez étudié certains la sociologie de
la société industrielle avec Marx, Weber, Durkheim, mais ça c'est un peu les fondateurs classiques, les pères fondateurs. Avec Weber, avec la différence de Weber qui joue un peu sur les idées, pas émotion, mais sur les idées, sur la valeur, c'est un peu le intangible. Mais la sociologie classique, c'est fondé sur la production, les classes sociales, les machines, les fabriques, l'usine. Et la société était ça, donc les sociologues de ces sociétés ont travaillé pour simplifier les classes sociales. La sociologie était essentiellement une sociologie des classes sociales. Quand on arrive aux années 60-68, prenons le 68, c'est un peu une autre sociologie qui commence à être plus importante. Les événements de 68, qu'est-ce que c'était? Les gens, pourquoi ils ont protesté? Ils ont dit tout. Bon, bien sûr, il y avait des étudiants qui rejoignaient la classe ouvrière, les fabriques, les usines, en mettant les vêtements bleus et tout. Ils faisaient comme des ouvriers, mais essentiellement, c'était une idée de liberté, libéralisation. Michel Foucault, Michel de Certeau, tout le monde parlait de la culture, la vie quotidienne, les femmes, le mouvement de femmes, les mouvements régionalistes. Tout ça, c'était une autre idée de la société. Donc la sociologie est descendue un peu à un niveau plus au niveau du quotidien. Et là, par exemple, c'est l'idée de multiculturalisme qui s'est développée. Un peu, c'était joli à l'époque. En France, par exemple, il y avait ce mouvement des beurs. La bobylette était le symbole de ce mouvement. C'était le mélange de gaz et d'essence entre les beurs. Les jeunes issus de l'immigration, ils avaient énormément joué ça. Donc c'était bien. Nous, on parle de notre culture. On ne parlait plus de notre classe ouvrière, de notre classe, de la question sociale. Et du coup, c'était aussi une période de libéralisme, Friedman, Thatcher, ce genre d'idéologie. Et vous voyez un peu la société industrielle, l'industrie lourde et tout. Après, on passe à un quotidien, mais aussi l'idéologie économique aussi passe à un autre niveau. Donc tout le côté intellectuel, le côté production sociologique était là. Et puis, il y a une trentaine d'années, dans les années 90, on est passé à un autre stade. C'est difficile d'expliquer tout d'un seul coup, mais probablement la société industrielle, la société moderne, la société de l'État-nation, tout ça ne pouvait plus satisfaire les envies, l'idée de progrès, tout ça. Et donc, dans une telle société, dans un tel État, les individus, les acteurs sociaux n'ont plus la possibilité de s'exprimer avec les syndicats. C'était la mort des syndicats, il y a de moins en moins de syndicats par exemple. Et le quotidien des cultures, quand je déclare que je suis kurde, je suis breton, je suis, je sais pas quoi, enfin c'est ethnicité, religion, je m'isole, enfin je ne peux plus. Donc multiculturel n'était plus suffisant. Donc, à mon avis, dans cette ampleur de cette grandeur du libéralisme néolibéral, le nouveau capitalisme, on appelle capitalisme d'affection par exemple, affect, capitalisme, quelque chose comme ça. Et ça, ce monde, c'est l'idéologie la plus visible, enfin le plus basique, je dirais, enfin le populisme. Trump, Erdogan, Modi, Bolsonaro, Netanyahu, tout, ils parlent de la même chose. Enfin, la peur, les émotions, nous, la fierté d'être, quel que soit le... Donc, la sociologie des émotions, ça correspond à cette émergence d'une société qui s'exprime de plus en plus avec leurs émotions. On parle, par exemple, post-truth, post-vérité. On peut dire tout ce qu'on veut, on n'est pas obligé de prouver que la raison n'est pas que la raison, c'est fini. Donc maintenant, c'est l'émotionnel. Il y a aussi Anthony Giddens, ce genre d'auteurs aussi qui ont écrit énormément sur le risque, société de risque, société de modernité réflexive, tout ça. Donc ça, on est un peu dans le monde des émotions. Et là, pour finir d'une façon très concrète, par exemple, un concept que j'aime beaucoup,
Jusqu'à maintenant, c'était un peu notre capital. En tant que bourgeois, c'était le capital économique. L'ouvrier en face, c'était le capital de main-d'œuvre. Après, dans l'époque multiculturelle, c'est culture, identité. Et là, maintenant, c'est le capital émotionnel. Capital émotionnel, c'est un concept qui explique énormément, mais il ne faut pas se perdre trop parce qu'on est fini par expliquer tout avec le seul concept, donc il faut se méfier un peu. Mais c'est quoi le capital émotionnel? Moi, je suis d'une famille.